Bienvenue sur Plus fort à deux, le podcast qui vous accompagne quand la vie bouscule le couple. Ici, on parle de maladie, de fatigue, de doute, mais on parle aussi de conscience, de transformation et de ce que l'amour révèle quand tout vacille. Nous, c'est Léna et Sylvain. 2 voix, 2 regards et 23 ans d'une histoire d'amour traversée par les épreuves. Si vous vivez une période difficile, ou si vous voulez simplement aimer plus consciemment, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Plus fort à deux. Bonjour à tous, on espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce premier épisode de Plus fort à deux. Et pour commencer, on a trouvé ça assez juste de vous parler de notre histoire, de notre couple, de comment est-ce qu'on s'est rencontrés et puis comment est-ce que la maladie est arrivée. Oui, bonjour à tous. C'est vrai qu'on va faire une petite rétrospective, un peu même pour nous, parce que ça remonte à quelques années. On a eu l'occasion de se rencontrer à travers le sport. On est tous les deux d'anciens sportifs. Léna au handball et moi au basket, et on a eu la chance de jouer dans la même ville à un moment donné et de se rencontrer après une soirée. Et depuis, on ne s'est plus quitté. Ça fait 23 ans, quasiment jour pour jour. Alors probablement que la maladie était déjà là avant, puisque la saison précédente de notre rencontre, Léna avait été opérée de l'épaule. Et quelques semaines, mois après notre rencontre, une grosse entorse de la cheville l'avait de nouveau immobilisée pour quelques mois. Alors, cette immobilisation, elle a eu plusieurs vertus, celle de nous permettre de nous rapprocher, d'avoir plus de temps pour nous. Elle m'a aussi permis de me faire découvrir le métier que j'exerce aujourd'hui, à savoir le métier d'infirmier. Puisqu'un jour où l'infirmière n'a pas pu passer faire l'injection d'anticoagulants, il a fallu que je fasse cette injection. Et là, je me suis un peu liquéfié. J'étais pas tout à fait à l'aise avec le sang. C'est moi qui ai eu l'honneur d'avoir la première injection. Je sais pas si c'est une chance. Mais ouais, j'ai eu l'honneur de te voir gris aussi, moitié tourné de l'œil, mais bon, c'était un chouette moment, on a beaucoup rigolé. Enfin, t'as rigolé peut-être un peu après. Ouais, là, 20 ans plus tard, j'arrive. Mais sur le moment, c'était pas ça. Pour moi, la douleur, c'était quelque chose que tout le monde vivait au quotidien. Depuis mes 15-16 ans, je vis avec la douleur, notamment au niveau du bassin et du sacrum. C'est quelque chose que j'ai toujours eu, si loin que je remonte. Et donc, sincèrement, je pensais que tout le monde vivait avec ça, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que pas du tout, que mes copines, les filles avec lesquelles je jouais, n'avaient pas du tout ce même type de douleur-là et surtout ce même niveau de douleur-là. Ça arrive dans le sport qu'on ait mal au dos, qu'on ait de mauvaises semelles, qu'on soit mal équilibré, on va voir un ostéo et puis ça passe. Sauf que moi, de jour en jour, ça ne passait pas. Oui, c'est en ce sens-là que l'arrivée de la maladie elle est un petit peu floue. Il n'y a pas eu un avant, un après précis. Il y a eu les premières interventions, les premières blessures. Alors tout ça s'était mis sur le dos du sport. Qui plus est, le handball est un sport assez physique. Là où on a passé un cap malgré tout, c'est quand la première hernie discale est arrivée, où là effectivement les symptômes étaient plus compliqués à gérer parce qu'il y a des douleurs neuropathiques, parce qu'au niveau du sciatique c'était compliqué et que le niveau de douleur était plus difficile à soulager. Là les anti-inflammatoires ne suffisaient plus. Et puis c'est la première opération du dos, on va pas se mentir, opérer une colonne vertébrale c'est toujours plus délicat. Et puis il faut savoir qu'à ce moment-là j'avais 21 ans quoi. Ça a vraiment été le gros baptême du feu. Accompagner quelqu'un dans ces douleurs-là, ça reste particulier. Il y avait eu avant des problématiques de migraine, de blessures, encore une fois, des choses, on va dire, assez simples, même si c'est pas anodin. Mais là, le niveau de douleur était tel qui t'avait forcé un petit peu dessus quand même. T'avais joué plusieurs mois avec cette hernie discale. Et là, c'était arrivé à un point où tu sais que t'as pas d'autre choix que d'arriver à l'opération. Mais avant ça, avant le soulagement, il y a la douleur au quotidien, il y a la douleur à chaque fois que tu tousses, il y a la douleur à chaque fois que tu veux changer de position, que tu veux aller aux toilettes, que tous les petits mouvements du quotidien doivent être accompagnés. Pour moi, c'était dur parce que c'était la première fois que je devais t'accompagner là-dedans à ce niveau-là. Pour toi, la douleur, elle était très intense aussi, même si tu avais déjà eu à gérer ces douleurs-là, mais c'est aussi d'un point de vue égotique, c'est pas forcément évident à vivre parce que tu dépends de l'autre.
Et ça peut-être, c'est vrai qu'en ce sens-là, pour nous deux, ça a été dur. C'est une période que je peux pas oublier, c'est vrai qu'elle est marquée au fer rouge. Alors aussi bien dans ma mémoire qu'au point de vue sensitif. Je me souviens précisément de l'odeur du parfum que tu avais à cette période-là, et c'est un parfum que je peux plus supporter, en tout cas entre guillemets, il laisse une marque chez moi qui fait que malheureusement pour toi, tu pourras plus le reporter. Non, c'est ça, celui-là, il est banni. Pour l'anecdote, c'était le Flower de Kenzo et celui-là, effectivement, définitivement, il est rayé de la liste des parfums importés. Après la première hernie discale, après l'opération, finalement, la tension sur la jambe a vite été levée. Ça, j'ai été très bien opérée pour le coup. Ceci dit, les douleurs en sacro-iliaque, les douleurs lombaires persistaient. Et puis finalement, j'étais migraineuse, j'ai toujours été migraineuse de toute façon. J'avais de l'inflammation au niveau des yeux, sur un plan gynécologique. Donc finalement, cette inflammation-là, on la retrouvait un peu partout en dehors de la colonne vertébrale. Tous ces symptômes qui se développaient, ils étaient pris individuellement et séparément par chaque corps de métier de la médecine. Le médecin gérait la partie antalgique sur la douleur du dos. L'ophtalmo gérait la partie de l'inflammation des yeux. Le dentiste gérait la problématique des gencives et le gynéco sa partie. Et donc en fait, il n'y a jamais eu de mise en commun de tous ces professionnels de santé, ni même de nous à ce moment-là. On voyait chaque symptôme comme une nouvelle problématique à gérer. À chaque fois qu'on sortait un petit peu la tête de l'eau, on se dirait il y a autre chose qui arrive. Mais c'est parce que c'est vrai que la médecine aujourd'hui est organisée comme ça. Chacun gère sa spécialité. En mettant tout en commun, on se rend vite compte que c'est le même problème, la même problématique déclinée dans différentes zones du corps. Puis si l'inflammation elle est présente de manière ce qu'on appelle systémique, c'est-à-dire de manière générale, forcément elle va aller se réveiller ou se montrer à différents lieux du corps. Et c'est en ce sens-là que le diagnostic il met du temps à arriver parce que en fait à chaque fois on s'attarde sur le symptôme mais pas sur le problème de fond. Et donc chacun gère à sa manière le symptôme sans aller se dire il y a quelque chose de plus profond qui est à l'origine de tout ça. Et malheureusement, même moi qui à ce moment-là suis infirmier, je n'arrive pas à faire le lien entre tous ces différents symptômes. À chaque fois, on s'attend au pire. Et à chaque fois, on dit non, il n'y a rien. Alors, il n'y a rien, mais pourquoi j'ai mal? Pourquoi je souffre tout le temps? C'est ça. Après, la question de la vision même de l'infirmier, c'est que la formation, elle est faite comme ça, de toute façon. On est sur le symptôme. C'est pas... on vous a rarement formé à voir les choses de manière globale, holistique, tout comme les médecins sont assez peu nombreux à voir les choses de manière globale. Ils ont leur spécialité. Et puis derrière, c'est à nous de faire les liens, les passerelles entre différentes problématiques. Mais souvent, c'est plutôt à la personne ou aux proches, mais en tout cas à la personne qui ressent les symptômes, c'est elle qui va faire des liens. L'infirmier dans la formation, c'est quelque chose qui revient souvent, le côté holistique de la prise en charge, mais d'un point de vue humain, pas d'un point de vue médical, Oui. parce qu'on n'apprend pas ces liens entre les symptômes, les médicaments, la maladie, les maladies. Oui. Voilà. Pourtant, sur le diabète par exemple, quand il y a un problème de cicatrisation, c'est pas la peau qui pose problème, c'est effectivement le diabète qui cause ça. Enfin, pourtant, la vision, elle est quand même celle-là. La logique, en tout cas, elle est quand même posée comme ça. En théorie, on est beaucoup sur le côté complet, global des choses, mais dans la réalité, c'est encore plus le cas actuellement. Tout le monde est dans un fonctionnement d'urgence, et donc on traite d'abord le symptôme plutôt que le fond. Oui, c'est ça. De mon côté, j'étais absolument dépitée à chaque rendez-vous entre le fait qu'ils ne trouvent rien, puis le fait que parfois on tombe sur des médecins, pas très commodes. Il y a eu des retours de rendez-vous qui ont été très 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 durs à digérer. Pour autant, ce parcours-là reste aussi intéressant, puisque c'est comme ça qu'on arrive à... au fur et à mesure, prendre du recul, malgré tout. Quand on est en tout cas dans un parcours long, dans une maladie chronique,
et ben ça aide progressivement à prendre un certain recul par rapport à la relation au médecin, par rapport à tout ça. On n'attend pas forcément du médecin, en tout cas à force d'essuyer ces sortes d'échecs, on n'attend plus du médecin qui trouve une solution miracle. La preuve, c'est que aussi quand le diagnostic a été un peu plus clair du côté de la rhumato, les solutions qui étaient proposées n'étaient pas forcément salvatrices. C'est certain que moi, je n'oublierai jamais ce rendez-vous avec la rhumato qui, enfin, effectivement, met le doigt sur l'inflammation chronique. Donc, je me dis, yes, ça y est, c'est bon, on tient le bon bout. Et puis, manque de bol, moi, je suis allergique aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ça a la fâcheuse manie de détruire mes globules blancs, mes cellules sanguines, donc je ne peux pas en prendre et à vie. Et quand elle l'a lu dans le dossier et qu'elle s'est rendue compte de ça, elle m'a dit « mais là, vous ne m'aidez pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous propose ?» Et vous ne m'aidez pas. Alors que moi, j'étais au 36e dessous, j'étais dépitée. C'est elle qui me dit que je ne l'aide pas. Et c'est à partir de là que ça a fait vraiment, ça a fait sens. Je me suis dit que c'est pas possible, quoi. Je me souviens moi aussi de ce moment-là où on avait quelque part certainement de grandes attentes parce qu'enfin on mettait le doigt sur quelque chose et on se disait ça y est. Et en fait, ça a été encore une déception, mais assez rapidement, encore une fois, tu as rebondi en disant bah ok, du coup, c'est pas dans cette voie-là que je vais trouver mon salut. C'est ça. Ça va être vers autre chose de différent parce que jusque-là, on a éprouvé un certain nombre de choses dans ce système-là. Et tu avais déjà eu quelques signaux, quelques mains tendues, par des médecins d'ailleurs, et par d'autres personnes, en disant vous devriez aller voir sur l'alimentation, vous devriez aller voir sur l'hygiène de vie au sens large, comme l'entend un petit peu la naturopathie. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'avais déjà rempli mon dossier pour entrer en école de naturopathie. J'hésitais avant d'envoyer parce que les filles étaient petites. Et en sortant de ce rendez-vous-là, je suis allée poster le dossier immédiatement parce que je me suis dit non mais voilà. Ce qui prouve d'ailleurs qu'on avait déjà senti que c'était pas par là, inconsciemment ou consciemment, on avait déjà flairé le truc. Rappelle-toi que quelques années, peut-être 2-3 ans auparavant, tu parlais des migraines tout à l'heure que tu avais eues. Où tu avais des migraines, toutes les semaines, tu avais au moins une migraine. Ah oui. Une migraine qui te mettait dans le noir pendant une journée, tu pouvais plus rien faire. Et c'était un médecin qui t'avait proposé d'essayer le régime sans gluten. Et dans le mois qui a suivi ce régime-là, et ben, les migraines ont disparu ou ont été réduites de 80-90%. Ah oui, quasiment disparu et ça a été fou parce que on se dit tiens ça ne tenait qu'à ça, là où j'avais déjà vu 4-5 fois des neurologues, j'ai fait des électroencéphalogrammes, j'ai fait des scanners, des toutes sortes de trucs possibles et imaginables. Et au final, non. On rentre de vacances, je coupe le gluten, je coupe le pain, je coupe tout ça. Et terminé, plus de migraines. Et le peu de migraines que j'avais était d'une intensité qui passait avec du Doliprane, quoi. Autant dire que c'est un truc que je n'avais pas connu depuis des années. Le neurologue t'avait dit vous avez la maladie de la migraine et il faudra vivre avec toute votre vie. Alors je poursuis rapidement sur les grosses périodes, on va dire initiatiques. Je préfère appeler ça comme ça que les gros traumas de notre parcours. Mais il y a eu déjà, on a 3 enfants, il y a eu les 3 grossesses. La fin des 3 grossesses, ça a été un carnage au niveau du bassin, évidemment, puisque quand on a des atteintes L5-S1, donc au bas de la colonne vertébrale, plus sur le bassin, sur les sacro-iliaques, le poids du bébé et de tout ce que ça compose, j'ai quasiment fini chacune des grossesses sans pouvoir marcher. Après, j'étais opérée du ménisque au niveau du genou aussi. Donc le ménisque qui a lâché. Et puis finalement, peut-être que le plus gros, en tout cas pour moi de mon vécu, l'opération la plus difficile à passer, c'était la dernière en date, donc en 2020, où je fais une deuxième hernie discale sur le même niveau lombaire, donc L5-S1. Et là, le disque, il est complètement mort. Donc il faut faire ce qu'on appelle une arthrodèse, donc prendre un peu de l'os de la hanche pour souder les vertèbres du bas. Et ça, c'était vraiment compliqué. Ça a été une période assez longue
où il a fallu attendre, mais surveiller quand même qu'il n'y ait pas trop de lésions sur le nerf sciatique. Et avec ça, on avait appelé Bordeaux et certainement la secrétaire ou l'infirmière qui me dit surveillez une chose, si jamais vous n'arrivez plus à retenir vos sphincters, vous foncez à l'hôpital, quoi. Donc avec cette espèce d'épée de Damoclès sur la tête, où là honnêtement, au-delà du niveau de douleur qui était terrible à supporter, il y a eu tout ce poids psychologique. Oui, cette dernière opération, elle était particulièrement plus dure à vivre parce que après ces errements un peu médicaux, ces changements pour nous d'hygiène de vie, où on a retrouvé un équilibre, retrouvé la possibilité de se mobiliser. Enfin, je me rappelle de toi qui avait du mal à lasser tes chaussures avant ça et qui là reprenait l'activité physique. Là, c'est vrai que on avait l'impression de revivre ce qu'on avait vécu il y a plusieurs années, et en se disant, mais alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver cette fois? Alors, on remet tout en cause à ce moment-là, parce que émotionnellement, c'est dur, psychologiquement, c'est dur. Mais en fait, voilà, l'inflammation chronique, elle est là, quoi qu'il arrive. On la limite, on limite les poussées, on en limite la durée, l'intensité, mais elle existe et elle ne disparaît pas. On ne guérit pas d'une maladie inflammatoire. On vit avec cette période-là qui a été très dure pour moi parce que j'ai mis beaucoup de temps à faire preuve de résilience. Tant c'est vrai que dans mon quotidien, je vois des personnes qui passent par les mêmes moments, les mêmes douleurs, les mêmes échecs, entre guillemets. Et je sais que ça pourrait être pire pour Léna, je sais que ça pourrait être plus compliqué dans ce type de maladie-là. Dans l'instant, on est traversé par la douleur, sa propre douleur, et puis celle de la personne que l'on aime, donc forcément, il y a une perte des repères à ce moment-là. J'ai pris l'habitude de prendre le bon là où ça se présente, de vivre l'instant quand ça ne va pas sur l'opération. J'ai été déçue pendant quelques temps parce que je me rappelle que je devais donner un stage pendant quelques jours dans le week-end, et puis là pour le coup ma jambe était quasiment paralysée, donc ça devenait très compliqué, et ce sont les personnes même qui étaient inscrites à mon stage qui m'ont dit non tu peux pas faire ça dans cet état-là. Donc là il y avait plutôt de la déception, et puis la déception de savoir que j'allais fermer mon cabinet pendant 6 mois. Mais à côté de ça, c'était pas un recul pour moi, c'était juste une épreuve parmi tant d'autres. J'ai pas vécu ça de cette même manière-là, effectivement. C'est vrai que prendre l'habitude de voir les choses en réussite ou en échec, c'est définitivement se faire du mal parce que la maladie, en tout cas la maladie inflammatoire chronique, ne répond quasiment à aucune logique. Autant on peut être sûr d'avoir mal mangé, mal dormi, on est quasiment sûr que ça va augmenter la douleur. À l'inverse, on peut vivre un moment où, faire un effort, faire du sport, faire quelque chose en se disant mais je vais morfler demain, et puis ça passe. Il n'y a pas toujours en tout cas de cohérence là-dessus. Non, et comme tu dis, le fait de voir échec ou réussite, c'est comparativement, sur une autre échelle, c'est comme si on menait un combat contre la vie ou contre la mort. Et en fait, c'est perdu d'avance, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on sait qu'on va mourir. Dans une maladie inflammatoire, quoi qu'il arrive, on sait qu'il y a de l'inflammation. Donc la seule chose qu'on fait, comme on le disait, c'est limiter. Limiter, Et c'est atténuer, mais c'est vrai qu'au départ, on y croit, on se dit là on va mettre des choses en place et du coup ça va aller et ça va durer dans le temps. Non, en fait ça va toujours à un moment donné repartir, comme la vie le fait pour tout le monde. À un moment donné, dans d'autres situations, il y a un couac, il y a un truc qui se passe et du coup il faut rebondir à chaque fois, faut encaisser et il faut rebondir. C'est super intéressant ce que tu dis là, parce que déjà c'est à l'image de la vie, les bouddhistes parlent d'impermanence. C'est précisément ça, c'est-à-dire qu'on aime quand ça va bien, et c'est normal, et on s'y habitue très très vite. Et puis rien ne dure dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas, et plus on est en résistance face à ce mouvement naturel de la vie, plus nos émotions vont être malmenées, on va se trouver tiraillé, et plus ça va être compliqué. Et puis quand on va scinder les choses en échec ou réussite, ça nous fait occulter aussi l'état peut-être dans lequel on aurait pu être si on n'avait pas mis tout ça en place. Oui, à l'instant T, c'est peut-être une hernie discale supplémentaire, oui, et honnêtement je m'en serais vraiment bien passée,
Mais à côté de ça, on voit rarement tout ce qu'on a gagné. On reste focalisé sur ce qui ne va pas. Les neurosciences disent que pour contrer une pensée négative, il en faut 7 positives. Mais c'est un petit peu ça dans la maladie, c'est-à-dire qu'on est tellement habitué à avoir mal, à avoir la douleur, à pas être bien, à morfler. Le peu de positif qui arrive, on a aussi parfois du mal à le voir et à le prendre. Oui, pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'en plus de 20 ans de vie commune autour de ces problèmes de santé, des douleurs, de tout ce que ça nous a appris, déjà mon métier, c'est vrai que ça fait 15 ans que j'exerce maintenant en tant qu'infirmier, et puisque ça nous a permis de dépasser, je suis allé faire des formations que j'aurais jamais faites si tu n'avais pas vécu ces moments-là. Comment essayer de te soulager, comment transformer notre vie de couple, notre vie de famille. Le but au départ, c'était que ce soit bénéfique pour toi. Et puis en fait, ça a été bénéfique pour moi aussi. D'un point de vue de ma santé, j'ai la chance de pas avoir de soucis de santé particuliers. Et ça, peut-être que je m'en rends pas compte, mais c'est quelque chose que j'ai gagné grâce à tout ça. Peut-être que si on n'avait pas vécu tout ça, je serais moi-même en moins bonne santé parce que j'étais un bon mangeur. Et alors, je mange toujours bien, mais de manière un peu plus saine. On l'a fait évoluer aussi pour nos enfants. On a une de nos filles qui a eu des soucis inflammatoires sur les bronches. Notre deuxième fille a été très tôt asthmatique et autant dire que le sport et toutes les activités physiques, c'était déjà à faire de manière très limitée. Avec le fonctionnement qu'on a eu, avec le rapport à l'alimentation, enfin toutes les hygiènes, elle fait du sport à très bon niveau, elle s'entraîne 3 fois par semaine et le tout sans ventoline, sans toutes ces choses-là. Oui, on a compris aussi assez tôt qu'il n'y avait certes pas de remède miracle, mais que tout ça, c'était pas une fatalité non plus, et qu'il y avait pas mal de pistes qui pouvaient améliorer un quotidien. De mon côté, j'ai entrepris pas mal de formations, notamment la sophrologie, la naturopathie, tout le parcours d'initiation de méditation créé par Jon Kabat-Zinn sur la pleine conscience. Toutes ces choses-là, je les ai faites au départ pour moi. C'était absolument pas pour en faire un métier. Petit à petit, j'ai cheminé jusqu'au jour où je me suis installée, où c'est devenu une activité professionnelle. Malgré tout, ça donne une certaine légitimité quand on accompagne une personne qui traverse la maladie, dans le vécu de la douleur, dans le vécu du couple, dans les hauts, les bas, les moments de détresse. Le fait de savoir que sa thérapeute, elle aussi, a parfois ces moments-là, et puis de l'avouer aussi aux personnes que j'accompagne. C'est-à-dire ne pas me positionner en tant que personne qui a tout vu, tout fait, qui a tout guéri. J'ai des hauts, j'ai des bas, mais ça donne une autre légitimité, ça donne un poids, une assise différente. Et puis de mon côté, ça donne aussi énormément d'empathie et un regard différent sur les personnes que j'accompagne. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce premier épisode. Je vais conclure en vous disant qu'il y a énormément de pistes de mieux-être. Je ne vous parle pas de guérison complète, de bien-être, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent aider. Évidemment, je ne suis pas contre les médicaments. À ce jour, j'aurais beaucoup de mal à vivre correctement sans ça. Pour autant, ça ne se résume pas qu'à ça. Il y a énormément d'outils et de pistes qui peuvent vous aider à mieux vivre la maladie, dans ces phases aiguës ou dans ces phases chroniques, que vous puissiez en tout cas trouver un confort de vie global. Et si moi je devais conclure sur quelque chose, ça serait effectivement sur le fait d'essayer le plus tôt possible de faire preuve de cette résilience, de façon à ne pas se laisser ronger par la colère et l'injustice. On en a déjà suffisamment à vivre comme ça pour s'en rajouter. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous parle, si cet épisode résonnait en vous, n'hésitez pas à nous soutenir sur l'ensemble de nos réseaux. Vous savez un petit peu comment fonctionnent les algorithmes. N'hésitez pas donc à partager aussi, parce qu'autant les épreuves peuvent isoler, autant le lien humain peut les réparer. On se donne rendez-vous sur le prochain épisode qui parlera de la fatigue chronique. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt sur Plus fort à deux. À bientôt.